Bon, bah, bon après-midi. Alors, vous êtes un petit peu moins nombreux que lors de la conférence précédente avec mon collègue. Bon, je vais lui dire qu'effectivement, on puisse échanger de thématiques parce que de temps en temps, je m'aperçois que les trous noirs sont attirent plus le public que le vin. Pourtant, le vin, c'est pas mal non plus. Vous allez voir, je vais essayer de vous convaincre. Bon, finalement, l'occasion fait le larron. Venu à Meymac, je me suis dit quand même, comme thématique, pourquoi ne pas parler du vin? C'est quand même un lieu formidable pour cela. C'est un lieu formidable, je trouve, pour plusieurs titres. En particulier parce que Meymac a réussi effectivement à être la capitale du vin dans la région, alors qu'on ne voit pas une seule vigne à l'horizon. C'est assez extraordinaire. Mais je vais essayer de vous convaincre que nous sommes reliés, que le vin nous parle de beaucoup de choses, et en particulier du cosmos, mais c'est parce que le cosmos a présidé à notre existence, et évidemment l'existence et la présence du vin sur Terre. Alors, quelques petites manipulations, je vais essayer de... Ouais, non, il m'a dit que c'est pas... Non. Pourtant, je vais dans la bonne direction. Hop, c'est sur l'autre, c'est sur celui-ci. Ah bon? Ça, c'est quoi? Ça sert à faire un pointeur, mais ça marche pas sur ça. Ça marche pas. Bon, c'est ça et ça, Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour reculer. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, allons-y. Bon. C'est du sabotage. Si, encore Poutine est derrière, là, encore une fois. Ouais. Ça marchait avant. Ah ben voilà. Mais alors, vous restez là, vous êtes bien là. Oui. Alors évidemment, s'enivrer. Oh non. En fait, il faut toujours le garder par là, sinon il perd le signal en fait. On va attendre un petit... Ça va vibrer en fait, je sais pas si vous allez faire attention. Tac, il va retrouver. Donc là c'est passé. Là c'est passé aussi. Donc... Bon. Il faut vraiment essayer de la garder. Je suis désolé, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour l'instant. Bon. Alors, vous voyez, l'alcool, on peut l'analyser de multiples façons. Et peut-être que finalement, l'univers, la vie nous angoisse beaucoup de gens. L'existence même de l'univers, d'ailleurs, c'est ce que Marguerite Duras exprime ici, en disant, ben voilà, si on a du vin, si on a de l'alcool, ben c'est parce qu'il faut supporter ça, ce vide de l'univers. Nous sommes tous quand même, à un moment donné, on va se poser la question... Qu'est-ce que c'est que ce vide absolument extraordinaire, ce vertige qui nous prend lorsqu'on regarde le ciel? Et regarder le ciel, c'est quelque chose qui vraiment nous a tous, à un moment donné, on s'est tous emparés de cette question, parce que nous sommes verticaux. C'est pas très difficile de regarder immédiatement, nous sommes confrontés à quelque chose, qui est l'immensité du cosmos. Nous sommes des rêveurs obligés, d'une certaine façon. Contrairement aux animaux, on ne regarde pas le sol par terre, on n'est pas à quatre pattes. Et à ceci s'ajoute le fait que dès qu'on tend la main, on s'aperçoit qu'on ne peut pas les toucher, ces étoiles. Donc on est devant quelque chose d'impossible. Et devant tout ce qui est impossible, et bien finalement, ça suscite l'imaginaire, ça suscite l'imagination, le défi, le désir d'aller, voilà, de franchir, comme disait... Jean, il me manque le prénom. Jean-Louis Chrétien, ce matin. C'est un défi, on a envie de... De même que les montagnes, elles sont là, on a envie d'y aller, la mer aussi, on a envie de le faire. Et bien les étoiles nous ont inspiré, le cosmos, l'espace. Et c'est la raison pour laquelle on a très très vite, déjà depuis Icare, songé à aller là-haut. Et donc je vais... à travers le vin, finalement, c'est une excuse un petit peu pour repasser un petit peu d'une autre manière l'histoire de notre origine et les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui en train de parler. Et donc, ça parle aussi, d'une certaine façon, du mariage entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'infiniment grand étant le cosmos, et l'infiniment petit. Pourquoi l'infiniment petit? Eh bien, a priori, pourquoi? Ben, c'est une idée qui a été développée il y a très longtemps. Le premier à en avoir parlé, c'est le matérialiste Démocrite, penseur grec, né à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, et qui conçoit la matière qui nous entoure comme étant composée de briques de base élémentaires qu'il appelle les atomes, atomos
en grec veut dire insécable. Pour lui, il y avait des entités élémentaires qu'on ne pouvait pas casser, qui étaient à l'origine de toute cette matière qui nous entoure. Et donc, ensuite, évidemment, on a progressé, mais cette idée de Démocrite est restée dans notre esprit, et l'atome tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qu'il y a à droite, mais c'est un petit peu plus proche de ce que l'on sait, si ça suffit pour la compréhension de ce que je vais vous dire. C'est une petite entité composée d'un noyau central, compact, qui lui-même d'ailleurs est un petit peu complexe, avec des parties rouges et bleues que je définirai tout à l'heure, entouré d'un nuage ce qu'on appelle les électrons. Les électrons qui d'ailleurs de temps en temps sont libres et constituent ce qu'on appelle le courant électrique. Voilà. Alors, ça marche? Ah oui, ça marche. Donc je vais essayer d'éviter de vous faire un petit cours de nucléosynthèse et de physique atomique, mais quand même juste quelques notions. Le noyau, donc, comme je vous ai dit, c'est constitué essentiellement de deux particules. Le proton, qui est une charge électrique positive, voilà, qui est lourd, mais qui a à peu près le même poids que les neutrons, qui eux, effectivement, sont neutres. Voilà. Donc, il faut imaginer la matière que ces deux particules, proton, neutron, comme les pièces élémentaires d'un Lego, à partir duquel on constitue des choses de plus en plus complexes. Et pour un atome léger, vous aurez un seul proton. Voilà, on commence comme ça. Et autour, bien sûr, pour garantir la neutralité, parce que le proton est positif, il faut quelque chose de négatif. Il faut un univers neutre. Nous vivons dans un univers électriquement neutre, sinon ce serait terrible. Vous avez d'ailleurs cette réaction lorsque par hasard vous avez un matériau qui est très sensible électrostatiquement, vous avez une étincelle et on voit bien ce qui se passe quand la neutralité n'est pas obtenue. Donc l'atome le plus léger de l'univers, le premier, à partir duquel on commence, c'est l'hydrogène. Ensuite, vous avez des atomes plus lourds. Le noyau est composé, par exemple, pour le carbone, de 6 protons, 6p, plus 6n, 6 neutrons. Donc les neutrons sont juste là pour faire du poids, pour garantir la stabilité de l'ensemble. Vous avez des isotopes, mais comme il faut aussi garantir la neutralité électrique, eh bien, à chaque fois que vous avez un proton, vous avez aussi le même nombre d'électrons. Donc là, ça sera pour le carbone, 6 protons et 6 neutrons. Voilà, etc. Et on peut continuer comme ça. Et on arrive à cette table extraordinaire, c'est vraiment une révélation du 19e siècle, et la table de Mendeleïev, qui recense tous les éléments les plus simples à partir desquels on fait des choses plus compliquées. Donc vous avez en haut à gauche hydrogène, en haut à droite hélium, ensuite on va à gauche, deuxième ligne, lithium, beryllium, bore, carbone, le C pour carbone, j'en ai parlé tout à l'heure, N pour azote, O pour oxygène, voilà. Et là, donc ça sera, on appelle ça les éléments chimiques, puisque ces éléments-là vous sont familiers dans la vie de tous les jours. Hein. On retrouve le fer, on retrouve le... Voilà. Mais après, on peut les combiner pour faire des choses plus compliquées, qu'on appelle les molécules, et ça, je vais en parler aussi. Et la différence qu'il y a entre deux éléments chimiques qui sont là, eh bien, c'est simplement leur nombre de protons et leur nombre d'électrons, évidemment, qui va avec. Et encore une fois, l'atome est neutre si le nombre de protons est égal au nombre de protons. Voilà. Je vais faire grâce à la suite, mais que se passe-t-il exactement? Que nous disent ces protons? Que nous disent ces atomes? Eh bien, ces atomes nous racontent l'histoire de l'univers, tout simplement. Voilà. Et les comprendre, c'est ça. Et en fait, cette quête, qui était la quête des scientifiques hein, dans les années, enfin au 19e, au 20e siècle, cette recherche-là a été déjà anticipée bien avant par les alchimistes eux-mêmes. D'une certaine façon, quand les alchimistes cherchaient la pierre philosophale pour transmuter, pour passer du plomb à l'or, d'une certaine façon, c'était sans le savoir, ils préfiguraient ceux qui allaient devenir les chimistes d'aujourd'hui et les physiciens d'aujourd'hui. Et effectivement, on constate sur Terre qu'il y a des roches, une table, une brosse à dents, des arbres, des roses, tout ce que j'ai écrit là. Et tout ça, c'est fait, composé d'atomes, regroupés de 1000 façons, et qui donnent diversité, etc. C'est absolument prodigieux quand on y réfléchit. Quand on revient à la table précédente, il y a une centaine d'éléments. Et à partir de là, voilà, nous sommes ici avec toute cette variété. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc je vous ai dit, ces atomes racontent l'histoire de la matière dans l'univers. Voilà.
Alors l'univers, je crois que vous avez entendu déjà depuis plusieurs jours, enfin hier et aujourd'hui, que l'univers, il est né entre 13 et 14 milliards d'années. Jean-Loup Chrétien en a parlé, Alain Riazzolo aussi, je crois aussi que François Boucher en a parlé. Donc on a cette idée, c'est pas seulement une idée, ce sont les faits, les observations qui nous confortent dans l'idée que l'univers n'a pas toujours été ce qu'il est. Il apparaît, notre univers, l'univers que nous observons, il apparaît il y a 13,7 milliards d'années exactement, c'est le chiffre le plus précis que nous ayons maintenant. Et à partir de là, dans un état tout à fait singulier, il a évolué. Il a évolué. Alors, il a évolué comment? D'abord, c'était un état singulier, il était extraordinairement chaud, extraordinairement dense. Alors, quand je dis chaud, ça veut dire des milliards de degrés. Donc ça ne nous dit pas grand-chose, effectivement. Déjà, 3000 degrés, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai jamais mis mon doigt dans un four de 3000 degrés. Alors, à plus forte raison, des milliards de degrés, c'est pourtant ça, 10 puissance 30 degrés. La densité, c'est-à-dire le nombre de particules que vous mettez dans un dé à coudre, était colossal également. On pourrait y mettre des milliards d'éléphants, et ça donnerait à peu près une idée de ce qu'était l'univers à ce moment-là. Sauf que, très rapidement, cette boule d'énergie et de matière est en expansion, c'est-à-dire s'étire. Il ne s'étire pas dans quelque chose, il s'étire, il forme l'univers en lui-même. Et c'est vrai partout. Et donc, cette expansion systématique, on l'observe. Moi, j'ai fait des observations de galaxies, j'ai pris des spectres, des images, et tous les jours, tous les astronomes qui font le même travail, eh bien, on n'observe pas à l'œil des galaxies en train de s'éloigner, mais on observe une signature spectrale à travers ce qu'on appelle la spectroscopie. On voit effectivement que, comme l'effet Doppler, lorsque les voitures s'éloignent de nous, eh bien, on voit que la lumière rougit. Je crois que c'est quelque chose dont on vous a parlé aussi. Hein. La lumière rougit parce que l'espace s'étire. Ça va bouger tout seul. Bon. Donc, on est dans cette expansion, et aujourd'hui, effectivement, les températures sont raisonnables, on n'est pas du tout dans les milliards de degrés, mais justement, l'histoire que je vous raconte s'est passée, s'est écoulée pendant 13,7 milliards d'années. Alors, je vais distinguer deux choses pour vous montrer comment les éléments sont formés pour arriver jusqu'au vin. Voilà. Et l'hémoglobine aussi. Ça commence, la première phase, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Ça dure pendant 3 minutes seulement. Voilà, la matière s'organise tout de suite, pendant les 3 premières minutes. Il s'est passé un nombre de choses extraordinaires pendant les 3 premières minutes, beaucoup plus que ce qui s'est passé ensuite pendant les 13 milliards d'années qui ont suivi. Ce sont des particules élémentaires, une soupe de particules et d'énergie qui se rassemblent et qui forment justement les premiers protons, les premiers neutrons, et puis ensuite les premiers atomes. Ça se passe très très rapidement. Hein, ah non. Comment on revient là? Peut-être comme ça? Oui. Ça bouge pas. Alors par exemple, un proton, alors il fait très chaud, donc les particules ont tout le loisir de se rencontrer, de se percuter et de rester collés. Par exemple, un proton va rencontrer un neutron et former, en regardant en haut à gauche, oui, du deutérium qui est un peu plus lourd. Deutérium plus deutérium peut donner de l'hélium 3, tritium, etc. On peut aller ensuite à l'hélium 4 qui comporte 2 protons, et c'est ce qui est en rouge, et 2 neutrons qui sont neutres, qui sont juste là pour faire du poids, et puis quelques autres particules qui sont laissées pour compte. Et ça continue comme ça très rapidement en 3 minutes, et à la fin, au bout de 3 minutes, eh bien on sait qu'il y a en gros, dans l'univers, 13 atomes d'hydrogène qui sont isolés. Ce ne sont pas des atomes, d'ailleurs, ce sont des noyaux d'hydrogène, pour un atome d'hélium. Et puis le reste en infime quantité, un peu de lithium, un peu de beryllium, des choses comme ça. Voilà, et bien là on est dans un univers formidable. L'expansion était tellement rapide que la température, évidemment, a chuté et qu'on ne peut plus rien faire d'autre. C'est-à-dire que la nucléosynthèse est incapable de fabriquer des noyaux plus lourds. Or, on en a besoin. Quand on veut fabriquer une automobile, on a besoin de fer. Et pourtant, au bout de 3 minutes, il n'y a pas de fer. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de montagne. Il n'y a rien. Donc, on aurait pu s'arrêter là.
et je ne serais pas là aujourd'hui pour faire cette conférence. Alors, ça c'est la nucléosynthèse primordiale. Bon. Ceci étant, et ça on en a ces calculs sont absolument précis et on peut vérifier, effectivement, on regarde ce qu'il y a comme beryllium, comme hélium dans l'univers, et ça marche très bien, c'est tout à fait en correspondance avec nos calculs, avec les calculs qui ont été faits. Alors, je continue. Voilà. Donc, on continue l'expansion, c'est-à-dire que l'univers s'étire, l'espace s'étire, toujours, et la température décroît. D'accord ? Un peu comme lorsque vous avez ceux qui ont des briquets à gaz, je ne sais pas si ça est encore utilisé, de temps en temps, quand on veut le remplir, on prend un petit réservoir de gaz comprimé, et puis on remplit le briquet. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le gaz sort, eh bien, la température décroît, et même il y a une sorte d'humidité qui se produit sur la surface du réservoir, mais c'est exactement ce qui se passe dans un univers qui est en expansion, une bulle qui se gonfle de plus en plus, eh bien la température chute. Et la densité aussi, c'est-à-dire que les particules, les unes par rapport aux autres, sont de plus en plus éloignées, donc ont moins en moins de chances de se rencontrer. Alors on attend, et après des centaines de millions d'années, eh bien c'est la gravité qui prend le dessus. C'est-à-dire que la force de gravitation prend le pas sur toutes les autres forces qu'il y avait avant, les forces nucléaires, les forces électriques, électromagnétiques, qui formaient les premiers noyaux. Et là, on va voir donc du gaz, qui est essentiellement du gaz neutre, il n'y a plus d'électricité dans l'air, hein, comme on dit, je peux dire ça comme ça. Et donc peu à peu, eh bien, on voit se former les premières étoiles. Ça, c'est formidable, c'est vraiment un autre événement. Et il faut attendre quelques centaines de millions d'années avant que les premières étoiles n'apparaissent. Voilà. Donc c'est plus de 3 minutes dont on dispose, mais maintenant on a des millions d'années. À l'intérieur d'une étoile, comme je vous montrerai tout à l'heure une image, on n'a pas des températures aussi élevées que pendant les 3 premières minutes. Non. Mais pendant les 3 premières minutes, ces températures étaient tellement élevées que ça a donné naissance à cet hélium et tout ça. Non, là, on a la température est de l'ordre de 15 millions de degrés. Vous allez me dire, c'est énorme, mais ça n'a rien à voir avec les milliards de degrés. Mais on a la vie devant soi. C'est-à-dire que les étoiles, elles ne brillent pas pendant 3 minutes, elles brillent pendant des millions d'années. Donc à l'intérieur de l'étoile, eh bien, les particules elles ont moins de chances de se rencontrer qu'avant, elles ont moins d'énergie, mais elles ont plus de temps. Et donc vous allez avoir la possibilité par des réactions de fusion nucléaire, de faire fusionner à nouveau l'hélium, les noyaux d'hélium entre eux, et 2, 3 particules. Vous avez des réactions à 3 corps, ce qu'on appelle. Donc la probabilité est faible, mais comme on a le temps, eh bien, peu à peu, le reste va être formé. C'est quoi le reste? Ben, ce sont des choses plus complexes, comme par exemple des noyaux d'hélium, des noyaux de carbone, je vous ai dit que c'était 6 et 6, des noyaux d'azote, d'hydrogène, du magnésium et d'autres éléments, jusqu'au fer. Même le fer va se constituer, se produire, se composer, se former à l'intérieur de ces étoiles. Voilà. C'est pour ça que Hubert Reeves disait, et Carl Sagan aussi, que nous sommes des poussières d'étoiles, parce que effectivement, le fer qui constitue l'hémoglobine de notre sang, eh bien, ce fer-là, il a été formé à l'intérieur des étoiles, pas ailleurs. C'est impossible de le faire ailleurs. Il est disponible, mais il vient d'où? Des étoiles. C'est quand même quelque chose, c'est un message assez extraordinaire. Voilà. Et non. Ouais. Donc si je prends en coupe une étoile, vous voyez, une étoile, je la fais ronde comme ça, eh bien la partie centrale devient extrêmement chaude, tellement chaude que le fer va pouvoir s'y produire, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, c'est un peu une structure un peu pelure d'oignon, hein. La température est moins grande à l'extérieur qu'à l'intérieur, tout en étant élevée, eh bien on voit se former par exemple du magnésium. Donc comme j'ai pas de pointeur, mais magnésium, du carbone, un petit peu à l'extérieur, c'est la couronne jaune, l'hélium reste là-haut, et l'hydrogène en surface. Et vous voyez, les réactions, c'est toujours pareil, hein, c'est bang bang, 2 héliums se rencontrent, évidemment, ils perdent de l'énergie, le petit gamma que je monte ici, là,
c'est l'énergie qui est extraite de ce choc. Hein. Deux voitures se rencontrent, évidemment, il se passe quelque chose d'autre, mais il y a aussi l'énergie qui est libérée. Et le produit final, ici, c'est un atome, un noyau d'atomes beaucoup plus lourd qu'on appelle le beryllium, qui lui-même va donner du carbone parce que les berylliums vont se réunir ensemble. D'ailleurs, peut-être que je vais montrer la suite. Voilà. Vous voyez, lorsqu'un beryllium rencontre un hélium, eh bien, il va former du carbone, etc. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on peut continuer comme ça. Cette nucléosynthèse qui n'est plus la nucléosynthèse primordiale, maintenant c'est la nucléosynthèse stellaire, parce que c'est dans les étoiles que ça se produit, eh bien on passe de l'hélium au beryllium, au carbone, à l'oxygène, et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Bien entendu, non. Voilà. Par exemple, si je prends le Soleil, bien, le Soleil, vous voyez, a un noyau à l'intérieur qui fait 15 millions de degrés. Encore une fois, ça n'a rien à voir, c'est la partie blanche, le noyau blanc. Et là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la nucléosynthèse, vous pouvez faire fusionner les noyaux. Encore une fois, je ne parle que des noyaux des atomes, je ne parle pas de... Un noyau n'est pas neutre, puisqu'il comporte des protons, des neutrons, mais il n'y a pas les électrons autour pour les habiller et pour les rendre présentables. Pour faire en sorte qu'on existe, il faut que ça soit neutre. Ça, il faut des températures beaucoup plus basses, ça se fait après. Mais à l'intérieur, vous faites les noyaux. Vous voyez, quand on s'éloigne, eh bien, les températures décroissent, puisqu'en surface, eh bien, la surface du Soleil, c'est 3000 degrés, 3400 degrés à peu près. Voilà. Donc tout se passe à l'intérieur. Et voilà pourquoi, j'ai une faute là, voilà pourquoi les étoiles brillent, parce qu'il y a fusion thermonucléaire. Donc cette énergie qui est produite à l'intérieur du Soleil, peu à peu remonte en surface. Il faut d'ailleurs 1 million d'années pour que la lumière produite au centre aille jusqu'à la surface et s'évade via ce qu'on appelle la photosphère. Il faut 1 million d'années, donc ça prend du temps. C'est très très long. Et donc le Soleil brille. Entre parenthèses, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est que nous, un corps humain, c'est à peu près... On pèse à peu près 70 kg en moyenne. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais disons 70 kg pour simplifier. Eh bien, on rayonne aussi. On libère de l'énergie. C'est à peu près 70 watts. Donc c'est en gros 1 watt par kilo. Le Soleil, lui, il pèse beaucoup plus. Il pèse 10 puissance 27 kilos. Énorme. 27 kilos, ça fait milliards de kilos. Mais quand on calcule ce qu'il rayonne, ben, il rayonne 100 000 fois moins que nous. Donc en fait, le Soleil est noir. Il est globalement noir. C'est simplement... Il est brillant en surface, parce qu'effectivement, c'est juste une petite pellicule qui restitue cette énergie qui a été formée au centre, mais le reste attend effectivement assez longtemps pour rentrer dans la fabrication de l'énergie nucléaire pour compenser effectivement la gravitation. Voilà. Alors, on va continuer. On va peut-être arriver au vin. Mais ça ne nous donne pas du vin. Pas encore. Hein, on est parti de l'hydrogène, on a fait l'hélium, on a vu que dans les étoiles, on va plus loin, on fait du carbone, de l'azote, l'oxygène va jusqu'au néon, etc. Et toutes les étoiles font ça. Mais les étoiles, il y a une famille d'étoiles. Vous avez des petites étoiles, des grosses étoiles, des très très grosses étoiles. Le Soleil est une étoile moyenne. Il y en a des milliards dans la Voie lactée. Celles que vous allez voir à l'œil nu, ce sont des étoiles à peu près normales, ordinaires. Quelques étoiles sont un peu plus brillantes. Mais la majorité des étoiles dans le ciel sont des étoiles qui sont à peu près analogues au Soleil, qui est une étoile tout à fait banale. Par contre, vous avez beaucoup de petites étoiles, plus petites encore. Elles aussi, à l'intérieur, pour qu'elles brillent, il faut que l'énergie qui leur permet de briller soit produite par cette fusion nucléaire. Mais il y a aussi des étoiles très massives. Des étoiles qui sont 10 fois plus grosses que le Soleil. 50 fois, même parfois 100 fois plus grosses que le Soleil. Alors ces étoiles, elles sont des millions de fois plus lumineuses que le Soleil, et donc elles paient un prix. Parce que quand vous dépensez beaucoup, vous savez qu'il ne vous reste plus grand-chose au bout d'un moment sur votre compte en banque. Lorsqu'on a une vie agitée, peut-être qu'on vit moins longtemps que celui qui a été plus paisible. Bon, il y a quand même quelque chose qui est lié entre la durée de vie et la manière dont on dépense ses ressources. Eh bien, les étoiles les plus massives,
elle ne brille que quelques millions d'années seulement. 30 millions d'années, c'est tout. C'est pas beaucoup. Par rapport au Soleil, qui est beaucoup plus petit, mais qui, lui, peut briller pendant, il a déjà 5 milliards d'années, et il va encore briller pendant 5 milliards d'années. Vous voyez, la différence est considérable. Il y a une autre différence, c'est la fin. Lorsque le Soleil va s'arrêter, il va se transformer en géante, une étoile qui va vouloir briller davantage, il va faire ce qu'il peut pour briller un petit peu plus longtemps, et ce faisant, effectivement, il va devenir une super géante rouge une géante rouge qui va s'enfler, mais ça ne va pas durer longtemps, et très rapidement, il va devenir une étoile, naine blanche ordinaire, c'est tout. Par contre, les étoiles de grande masse, 100 masses solaires ou 50 masses solaires, elles, dans un moment, l'énergie du désespoir, elles ont besoin, parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus assez de carburant à l'intérieur, et donc effectivement les parties externes vont s'effondrer sur l'intérieur, et il y a un effet de rebond qui va transformer l'étoile en supernova, c'est le fameux supernova dont vous avez dû entendre parler, et une supernova, c'est une étoile qui vient d'exploser. Mais ça n'est pas sans conséquences. Et une des conséquences positives, c'est que tout ce qui a été conçu, construit, formé, agglutiné à l'intérieur du noyau, c'est au noyau que ça se passe, eh bien, c'est éjecté dans le milieu interstellaire. Voilà pourquoi les produits là, de ce four, enfin, sortent, ne restent pas à l'intérieur. Et je vous montre une supernova, voilà. Dans la constellation du Crabe, il y a une petite nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du Crabe, et qui est le résultat, ce qu'il reste d'une supernova qui a explosé en 1054. 1054. Et à la place, donc l'étoile n'y est plus, il y a un débris à la place. Je vais vous montrer une autre image de du même phénomène. Voilà, ça s'est vu par le télescope James Webb qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. Et là, on voit les filaments qui sont les produits d'éjecta de cette étoile, qui sont des filaments qui se déplacent à des vitesses colossales, 2000, 3000, 5000 km par seconde. Ça va très vite. Densité très faible, on pourrait passer à travers sans s'en rendre compte. Il y a très très peu de matière, mais bon, là, c'est un effet cumulé, on est loin, on voit ça. Et c'est très brillant parce que les températures sont encore élevées. Et au centre... Voilà. Ici, là, à peu près, au bout de cette flèche, mais plus ou moins bien située, là, vous avez quelque chose qui reste, qui s'appelle un pulsar. C'est une étoile à neutrons. C'est le résidu de cette étoile massive. Mais ce qui est important pour ce que je vous dis, c'est que tous ces éléments-là, les couleurs que vous avez, que vous voyez, sont dus aux atomes qui ont été formés à l'intérieur. Et là, on détecte cette couleur. Alors, il y a une couleur bleue qui est due à un effet synchrotron, dont je ne parlerai pas, mais les parties jaunes, oranges, c'est dû justement à l'oxygène, à l'azote qui a été formé au préalable dans l'étoile en question. Voilà, donc c'est une conséquence formidable, parce que ce gaz, il ne va pas rester, il va se refroidir, et à un moment ou à un autre, il a rentré dans la composition d'une nouvelle étoile. Voilà. Et le Soleil, par exemple, lui-même, eh bien, il s'est formé à partir d'un gaz qui a été éjecté, recraché par des générations d'étoiles antérieures. C'est pour ça que nos grands-mères les étoiles. Et donc le Soleil lui-même n'est pas une étoile pure, c'est une étoile de multiples générations antérieures. Et c'est pour ça qu'autour du Soleil et dans les planètes qui l'entourent, dont la Terre, il y a tous ces éléments. Il y a l'oxygène, le carbone, et le fer. Voilà. On est presque au 20. Voilà. Et donc vous voyez qu'en 13,7 milliards d'années, la matière s'est terriblement complexifiée. Voilà. Et c'est ce que l'on voit dans la Voie lactée. Alors on va aller plus loin, parce que dans la Voie lactée, non seulement vous avez des étoiles, mais vous avez de la poussière, vous avez du gaz, bien sûr, on a bien vu, puisque les étoiles explosent, ça fait du gaz qui se répand partout, mais vous avez du gaz chaud, mais aussi du gaz froid. Le gaz froid, c'est un gaz qui, quand je dis froid, c'est froid, hein, c'est-à-dire moins 270 degrés, moins 260 degrés, c'est pas très chaud quand même. Donc, eh bien, ce gaz froid, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend aussi de se concentrer, de se condenser pour former de nouvelles générations d'étoiles. Mais c'est un gaz froid qui contient des molécules. Alors les molécules, qu'est-ce qu'une molécule? Eh bien, c'est toujours pareil. Voilà. J'en prends une, l'eau.
L'eau, c'est une molécule. Une molécule parce qu'elle est faite de 3 atomes, 2 atomes d'hydrogène, dont je vous ai déjà parlé, et un atome d'oxygène. Voilà. Sauf que l'oxygène, lui, il s'est formé dans les étoiles, il y a quelques millions d'années. Alors que l'hydrogène, il s'est formé il y a 13 milliards d'années déjà. Donc quand vous buvez un verre d'eau, voilà, vous rendez grâce à la naissance de l'univers, c'est-à-dire vous buvez des atomes d'hydrogène qui étaient déjà là il y a 13,7 milliards d'années lors du Big Bang, alors que l'oxygène, lui, est arrivé dans des étoiles massives depuis des milliards d'années, ou beaucoup moins, depuis des millions d'années. Donc on voit des temporalités différentes. Voilà. Mais ça, c'est de l'eau. C'est pas encore du vin. Alors on a besoin de molécules plus complexes. Alors, moi j'ai fait beaucoup d'observations avec des télescopes optiques, au Chili, à Hawaï ou ailleurs. Donc je prenais des images de ce qu'on peut voir à l'œil, mais aussi des images de ce qu'on ne voit pas à l'œil, en particulier ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge. Et on s'est aperçu que, vous voyez, par exemple, le même globule que l'on voit, alors BVI, ça veut dire bleu, vert, et I, c'est rouge, infrarouge proche, ça donne ça. On voit qu'il y a une région dans la Voie lactée où il n'y a rien, on ne voit pas d'étoiles. Mais si on regarde en infrarouge, en K, dans un filtre K, eh bien, qui est ici, là, à droite, eh bien là, on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'étoiles qui sont masquées par la présence de poussière. La poussière masque tout, sauf l'infrarouge qui peut passer à travers. Alors, ces complexes-là, on les a observés aussi avec des ondes radio, avec des antennes radio. Vous savez, les fameuses antennes dont certains d'entre vous ont dû entendre parler ce matin ou hier, je ne sais plus, par François Boucher, quand il parlait des antennes qui sont au plateau de Bure et qui ont en France et qui ont permis de photographier le premier trou noir du centre de la galaxie. Il y a eu plusieurs plusieurs antennes qui ont travaillé, collaboré ensemble d'un continent à l'autre pour montrer cette image. Ben nous avons donc un observateur de ce genre au plateau de Bure, mais qui ne reçoit que des ondes radio. Des ondes radio que l'on ne voit pas, mais qui permettent de faire l'image. Les ondes radio nous renseignent sur la matière, un certain type de matière en particulier, qui contient des molécules, parce que les molécules, eh bien, ce sont donc des choses comme l'eau, mais l'eau, elle vibre, et quand elle vibre, eh bien, elle perd de l'énergie. Cette énergie se transporte dans l'espace et est détectable sous forme d'ondes radio. C'est comme ça qu'on détecte la présence ou rotation. Il y a des rotations, des vibrations. Voilà. Toutes ces rotations, ces vibrations moléculaires sont détectables et permettent de les reconnaître dans l'espace. Alors on a découvert de cette manière-là plein de molécules, dont de l'alcool. Ça donne de l'espoir. Là, par exemple, la nébuleuse de la Carène, là on voit déjà des atomes, là, je reviens un peu en arrière, on voit les couleurs sont codées, mais permettent de mettre en évidence l'azote, l'oxygène, le bleu, le soufre. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer celle-ci, par exemple, qui est du côté du centre de la Voie lactée, le centre galactique, Sagittarius B2. Et là, on a trouvé d'immenses nuages moléculaires. On appelle ça nuages moléculaires parce qu'il y a énormément de molécules. Et on sait que ces nuages moléculaires sont prêts à s'effondrer sur eux-mêmes, pour donner naissance à de nouvelles étoiles. Et là, on a trouvé, évidemment, si on calcule en termes de poids, des milliards de litres d'alcool. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait le même alcool que celui qu'on espère trouver, puisqu'il s'agit là d'alcool vinylique ou de méthanol qui n'est tout à fait impropre à la consommation. Mais on n'est pas loin. On a même trouvé quand même des traces d'alcool ordinaire. Le problème, évidemment, c'est que, bon, d'une part, ça montre que c'est possible, que l'univers, c'est bien lui qui fabrique ces molécules compliquées, mais elles n'arrivent pas sur Terre. Pourquoi ? Parce que sur Terre, quand la Terre s'est formée, c'était un complexe extrêmement chaud et que les molécules à ces températures-là sont détruites à nouveau. Donc c'est ensuite, soit par des météorites qui tombent, s'il y a une petite partie qui est protégée, parce que la surface de la météorite est évidemment élevée à grande température, mais il y a une partie intérieure qui ne l'est pas. Et c'est surtout après, lorsque la Terre se refroidit, eh bien, que les processus moléculaires sont en route et que les atomes, à nouveau,
construisent, dans les océans en particulier, construisent les molécules. Donc, vous voyez, c'est la genèse de la matière qui a permis de donner naissance à tout ce que nous sommes. Et je dirais que la Terre, nous avons découvert que la Terre est céleste d'une certaine façon, puisque la Terre vient du ciel, mais au sens où elle vient des étoiles. On a aussi découvert d'ailleurs que la Lune était terreuse, terrestre, puisque la Lune, elle, provient de la formation de... C'est quelque chose qui a été éjecté de la Terre lorsqu'elle s'est formée. Donc, on arrive comme ça, on imagine très bien ce qui a pu se passer ensuite sur la Terre lorsque la température baisse, on voit arriver les premières molécules dans les océans et on voit les premiers éléments qui se constituent. Alors, évidemment, ensuite, l'homme, pour les raisons que je vous ai dites, parce que l'espace est au-dessus de nous et qu'il nous pose des questions, il nous pose un défi, on y va. Et à ma connaissance, mais peut-être que là, Jean-Loup Chrétien va me démentir, je ne sais pas, à ma connaissance, le premier à en avoir parlé de vin dans l'espace, c'était Patrick Baudry, et qui dit la chose suivante. Voilà. De mon Bordelais, j'emmenais un vin rouge, un vin et toute sa vigne avec lui, un château Lynch, Bage de Pauillac. Voilà. C'est ce qu'il écrit, donc je vous laisse lire. Il vante les mérites de ce vin qui est classé en 1855. Voilà. Et il dit, avant que le coca ne soit envoyé à son tour dans l'espace. Eh oui, vous voyez à qui il fait allusion, à nos amis outre-Atlantique. Et il avait amené une fillette Lynch Bage 1975, et il s'était senti, pour cette raison, très très lié à la planète. Il n'a pas été le seul à le faire. Mais c'est vrai que la notion de cosmos, déjà, j'ai découvert qu'en 1887, eh bien, il y avait une revue des sciences baptisée Cosmos qui avait consacré plus de 3 pages sur les vins, phosphatage des vins et sur la fabrication aussi, la falsification de la bière. Mais revenons à nos cosmos. Eh bien, on voit aussi que beaucoup de vignerons n'ont pas hésité à invoquer le cosmos dans leurs étiquettes. Par exemple, du côté du coteau de Layon, vous avez les vins de Pierre Ménard, Cosmos, Laïka. Laïka, c'est le nom de la petite chienne qui a été lancée, je crois, avant Gagarine. Il y a d'autres vins. Il y a un vin ici, un Bordeaux, Cosmos 2019, que j'ai découvert aussi. Il y a le Mât du Pont. Il y a marqué, il y a un petit sous-titre qui dit, ou peut-être pas, je crois qu'on le voit mieux dans la prochaine, à Saint-Guilhem-du-Désert. Voilà. Celui-là, ça c'est le vin de marqué l'étoile filante. Voilà. Donc, voilà. Donc finalement, on s'habitue quand même à avoir un lien entre les étoiles et le vin, ne serait-ce que par le truchement des bouteilles. Vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous, qu'à une certaine époque, et on en reparle aujourd'hui, on consignait les bouteilles. Et c'était surtout ces vins assez ordinaires qu'on vendait quand même, les Kiravi, les Marnia, je me souviens. Et c'était des vins dont le col était composé de 4 ou 5 étoiles tout autour, là, au sommet, entre le bouchon et le moment où c'est évasé. Voilà, et donc là, vous aviez des bouteilles dont le verre rappelle petite étoile. Vous avez ici à droite une étoile verre bouteille, donc vous voyez, chacun se répond. Claudie Héniré, vous avez sans doute entendu parler, qui a été la première femme française, peut-être la seule d'ailleurs, qui est donc a pu voler dans l'espace, et elle explique effectivement qu'elle était née pas très loin des vignobles de Bourgogne et qu'elle avait emporté une bouteille de Bourgogne sur Myre. Mais ce qu'elle dit sur les vertus du vin, je trouve assez intéressant. Elle explique en détail ce qui se passe. Elle dit, voilà, chose que
nous avons entendu moult fois de la part de tous ceux qui ont eu la chance de voler. Dans l'espace, évidemment, un liquide n'est pas soumis à la pesanteur, pas plus que le reste. Et oui, il n'est pas maintenu au fond de sa bouteille. Il adopte une forme qui est sa forme à lui. Et il explique, le breuvage forme un film vermeil qui vient s'accrocher à la paroi. Voilà, une petite tape, et hop, des bulles de vin. Elles se détachent, prennent leur envol, s'échappent de la bouteille et dérivent au gré des mouvements d'air. Voilà, pas très facile, j'imagine, de boire une pleine gorgée de vin dans ces conditions-là. Et elle explique, alors après, il y a eu beaucoup d'études, évidemment, qui ont été faites, le rapport qu'il peut y avoir entre le vin rouge et l'espace. Il y a alors je ne sais pas si ce sont des recherches abouties ou qui ont été contrées ou pas, mais on sait qu'il y a des problèmes, qu'on rencontre des problèmes de santé lorsqu'on passe beaucoup de temps. Là, je pense que je vais avoir une réaction de la part de Jean-Louis Chrétien qui va peut-être nous préciser les choses, mais on sait que la perte de densité osseuse, c'est vraiment un souci pour tout le monde. Et on dit que le vin serait, des études ont prétendu que le vin serait un remède efficace. Voilà. Je vais presque... Alors, c'est très amusant, parce que par exemple au Chili, je connais bien le Chili parce que c'est un lieu où on observe le cosmos. Il y a des observatoires internationaux extraordinaires au Chili. Tout le monde y est. Les Américains, les Canadiens, les Français, les Européens. On a un observatoire européen qui s'appelle l'ESO, European Southern Observatory. Et on a 3 observatoires. On a un observatoire qui fait de l'observation radio et 2 observatoires qui observent essentiellement dans le domaine de l'optique. Eh bien, au Chili, voilà, il se trouve qu'il y a un viticulteur, Jan Hutchinson, qui a fait un vin qu'il appelle Meteorito, tout simplement, au motif que dans la vallée où il a ses vignes, eh bien, c'est une région où il y a eu de nombreuses chutes de météorites, voilà, plus que normal. Il n'y a pas de raison que la Terre attire les météorites à cet endroit-là, mais c'est simplement un excès statistique. Et donc il a ouvert son observatoire, c'est aussi un passionné, et il a produit ce vin, atypique ou pas, j'ai jamais goûté, mais qui s'appelle Meteorito. Voilà, il est très fier de cela. Voilà le vin en question. La suite. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et bien sûr, le vin a été célébré par beaucoup de monde, hein, pas seulement les vignerons. Un certain nombre qui ont relié les deux, hein, relié le vin et le cosmos. J'en cite là quelques-uns. Ne serait-ce que Dom Pérignon. Je voudrais bien arriver à Dom Pérignon parce que... Vous pouvez me le remettre ? Non, il faut pas. Non. Avant. Non. L'autre côté. On ne peut pas s'entendre. S'il ne m'entend pas. Eh oui, mais... Encore. Voilà, merci. Ouais, Dom Pérignon, c'est intéressant quand même. Celui qui aurait été à l'initiative du champagne, inventeur du champagne, selon la légende, un petit peu contesté. Venez mes frères, vite, je bois des étoiles. Très bel hommage quand même, je trouve. Alors, je vais essayer d'aller à la suite. Voilà. Omar Khayyam. Omar Khayyam était un grand philosophe, un grand poète, un mathématicien perse, vivant en ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui, et qui dit cette voûte céleste devant laquelle nous restons interdits, nous savons qu'elle n'est qu'une sorte de lanterne magique. Le soleil est la lampe et l'univers la lanterne, et nous, les images qui tournent. On lui a donné, on a attribué le nom d'un astéroïde à Omar Khayyam, et il y a également un cratère lunaire qui a donné son nom en 1970. Et alors, on n'est pas très loin, quand on va dans le Jura, pas très loin d'ici, on marche sur les étoiles.
Pourquoi marche-t-on sur les étoiles? C'est quelque chose que j'explique dans mon livre là, Star Wars, que vous verrez peut-être tout à l'heure. Tout simplement parce que en cultivant la vigne dans le Jura, qui est calcaire essentiellement, eh bien on trouve des petites pentacrines, des fossiles qui ont 5 branches, forme d'étoile. Alors je ne sais pas si on la voit là. Donc je peux dire qu'on marche sur les étoiles, parce que quand on marche dans les rangs de vignes, eh bien on marche sur ces petits fossiles qu'on peut ramasser. Et vous verrez mon livre Star Wars, qui est la traduction d'un autre livre que j'ai écrit en français qui s'appelle Les mots du ciel. Et vous verrez sur la couverture, il y a ces petits fossiles qu'on appelle les pentacrines. Voilà. Il semblait quand même que j'avais... Voilà, elles sont là. Vous voyez ? Ce sont des petits fossiles qui ont à peu près 60 à 200 millions d'années. Qui étaient dans Ce sont des algues qui étaient dans la mer. Voilà. Ça, à peu près, la dimension, c'est un demi-centimètre, pas plus. Et là, je termine là-dessus, sur l'ivresse. Voilà. C'est évidemment Charles Baudelaire. Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Évidemment, l'ivresse, on peut l'entendre de multiples façons. Il n'est pas nécessaire de boire 2 litres de vin ou de l'alcool, mais quand même, pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise aux épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? Voilà, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Ça peut être de projets, ça peut être de belles idées, de générosité. Mais enivrez-vous. Charles Baudelaire. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Quinte. Je vous propose, si vous voulez, de passer à une session de questions-réponses. Avez-vous des questions à me poser? Voilà. Soit sur la genèse de l'univers, la genèse des éléments, voilà, des choses plus précises. Merci, bonjour. Pas un mot sur la biodynamie? Alors je connais mal, moi, la biodynamie. Je n'y crois pas du tout, mais je la connais mal. Alors vous me direz, c'est pas possible de répondre ça comme ça. Je crois très peu que la Lune ait une influence quelconque sur la... Voilà, je n'y crois pas. Alors pourquoi? Parce que je ne suis pas un adepte des croyances. Hein. J'aime pas du tout les croyances. J'aime bien faire une hypothèse et ensuite faire des expériences pour voir si effectivement l'hypothèse de départ est vérifiée ou pas. Je sais que l'INRA, l'Institut national de recherche en agronomie, a énormément travaillé pour essayer de voir quelle était l'influence en particulier de la Lune sur la croissance des végétaux, voilà. Et on n'a jamais trouvé une corrélation qui permette de dire que la Lune a une influence, sauf, effectivement, il y a parfois des corrélations que l'on croit être dues à la Lune, mais qui ne le sont pas forcément, qui sont très indirectes. L'exemple le plus connu, je crois, c'est l'exemple de la Lune rousse. Les croyances faisaient que pendant très longtemps, on croyait que la Lune était responsable du gel des bourgeons au printemps. D'où le nom Lune rousse. C'est pas la Lune on sait que parfois elle est rousse quand elle est bas sur l'horizon, mais il ne s'agit pas de ça. La Lune rousse, c'est souvent fin mars, début avril. C'est effectivement le moment où les bourgeons commencent à éclore et où, bien sûr, s'il survient une gelée, eh bien, voilà, les bourgeons sont roux. Et on attribuait cela à la Lune. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on voit la Lune, c'est que la nuit est claire, qu'il n'y a pas de nuages. Et donc là, à cette époque de l'année, vous pouvez avoir des variations de température énormes, donc effectivement des gelées. Et voilà, donc le lien était facile à faire entre les gelées et la présence de la Lune. Il y avait une autre croyance qui était intéressante, celle-là a été vérifiée. C'est la croyance selon laquelle, lorsque l'on étend son linge, lorsque l'on étend son linge pour le faire sécher, la nuit, eh bien, les draps deviennent plus blancs quand il y a la Lune.
Et ça, c'est un effet qui a été effectivement vérifié, non pas à cause de la Lune, encore une fois, mais parce que il y a effectivement une sorte la lumière de la Lune réfléchie hein, produit une quantité en excès d'ozone, et que l'ozone a tendance à... c'est presque un détachement naturel, et ça permettrait effectivement de donner au linge une blancheur un petit peu plus de meilleure qualité. Voilà. Mais sinon, en ce qui concerne les racines rasantes ou profondes et qui font qu'on devrait faire attention à ce que la Lune soit là ou pas là, en plus, je ne comprends pas très bien d'ailleurs ce type de raisonnement parce que la Lune est toujours là. Elle est là, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, on la voit toujours passer. Et ce n'est pas les quelques heures de différence, de décalage qui vont affecter passablement la croissance des végétaux. Mais après, je sais que je vais sûrement avoir les foudres de pas mal de personnes ici qui travaillent en agriculture. Je sais qu'il y a cette croyance tenace, effectivement, qu'il faut cultiver sa vigne à certains moments précis. De même qu'on va chez le coiffeur, en général, par jour de pleine lune. Il y a des coiffeurs qui travaillent très très bien par jour de pleine lune parce qu'on pense que la lune affecte la croissance des cheveux ou au contraire la réduit, etc. Voilà, donc voilà ma réponse sur la biodynamie. Mais j'aimerais bien entendre un autre avis, hein, un avis contraire, même avec des arguments. Est-ce que les milliards de litres d'alcool dont vous avez parlé, qui sont cette grande nébuleuse, sont récupérables? Alors, je dis pourquoi, suivant votre réponse, parce que le programme spatial russe est un peu en panne. Mais là, je sais que si vous lui dites que c'est récupérable, je passe le message à mes collègues et le programme spatial russe sera relancé instantanément. Je pense que vous pouvez leur dire que c'est récupérable. Si, je pense que c'est récupérable. Voilà. Vous leur dites ça. Voilà. Pour le bien-être du programme russe. Voilà. Non, il faut toujours répondre, il faut toujours être positif. Mais ça me faisait penser à autre chose, mais je ne me rappelle plus maintenant ce que c'est. Oui, mais par exemple, il y a de l'or dans le Soleil, vous savez. Il y a même des tonnes d'or, des quantités incroyables d'or sur le Soleil, donc chacun peut tenter sa chance. On peut calculer la quantité de métaux formés à l'intérieur du Soleil. Je ne me rappelle plus le nombre de quantités de tonnes d'or qui existent dans le Soleil. Il y a aussi de l'eau dans le Soleil, contrairement à ce qu'on imagine, en surface. Curieux, hein? Voilà. Non, c'est assez fascinant, cette saga de la formation des atomes et des molécules au cours de l'univers, comment ça s'est constitué, d'autant plus qu'on n'a absolument pas accès à ce qui s'est fait les 3 premières minutes. En fait, on voit l'univers, entre guillemets, qu'au bout de 300 000 ans après le Big Bang. C'est ce que l'on appelle le rayonnement fossile, le rayonnement cosmologique fossile que le satellite Planck a été capable de cartographier. C'est la dernière image que l'on a de l'univers. Ce qu'il y a avant, on ne voit rien parce que tout est... C'est comme si on rentrait dans un brouillard, on ne voit plus les images. Quand vous êtes dans le brouillard, vous avez beau éclairer le brouillard, vous ne voyez rien. Parce que la lumière, elle rebondit tellement qu'on ne voit pas les images proprement dites. Et donc, ce que je vous dis sur les 3 premières minutes, comment le sait-on ? Bien, on le sait parce que, d'une manière complètement indépendante, parce qu'on observe dans l'univers aujourd'hui, et même dans les galaxies ou les étoiles qui sont un peu plus éloignées, on est capable de mesurer la quantité d'oxygène, une moyenne qu'il y a dans le gaz, évidemment, pas ce qu'il y a dans votre bouteille, dans votre verre de vin. Donc on mesure et on mesure ce qu'on appelle les abondances cosmiques, c'est-à-dire les abondances moyennes dans tout l'univers. L'abondance d'oxygène, l'abondance de carbone, etc. C'est très intéressant. Ça mériterait en soi une conférence complète. Eh bien, ces calculs-là, c'est par le calcul qu'on le fait. Et c'est tout à fait en accord avec ce que l'on observe dans la vraie vie, c'est-à-dire dans l'univers. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Et ça conforte bien le modèle, enfin ce schéma du Big Bang, tel qu'il a été élaboré, parce que les observations que l'on a sous la main sont pas si grande que ça. On observe effectivement que les galaxies sont en expansion, ça on l'observe. On observe aussi que les galaxies n'ont pas la même forme, ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui. Je parle des galaxies les plus proches de nous
que les galaxies très lointaines, donc qui n'ont pas le même âge. Donc il y a eu une évolution de l'univers. Il n'a pas toujours été ce qu'il est maintenant. Hein. Les étoiles aussi, on voit que les étoiles évoluent, ça on en a vu. On a vu des étoiles exploser, donc on sait ça. Et tout ça, ça colle bien. Et ça colle avec des mises en œuvre de calculs qui sont complètement indépendants et qui sont cohérents et qui donnent les mêmes résultats. Ça, c'est toujours satisfaisant en science de pas dépendre d'une pensée unique, d'un seul modèle et d'une seule façon d'analyser les choses. Ouais. Oui. Merci. Est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique, dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée, est dû uniquement aux activités de l'espèce humaine sur Terre? Ou est-ce que ce sont des cycles? Oui, il y a des cycles. Bien sûr qu'il y a des cycles. C'est vrai que sous Louis XIV, on faisait du patin à glace sur la Seine. Hein. Ah, c'est vrai. Donc on pourrait dire comme ça, ah mais vous voyez, c'est pas nouveau. Bon, on sait qu'il y a eu des périodes de glaciation, on le sait aussi. Mais là, on assiste à quelque chose de très nouveau. Lorsqu'on a fait du carottage dans la banquise en Arctique, par Étienne, on a pris des carottes de glace qui sont très profondes et qui correspondent à des temporalités qui sont très très grandes. C'est-à-dire qu'on a des millions d'années, ça a été figé. Et là, quand on analyse le contenu en gaz carbonique, on s'aperçoit, parce que c'était piégé, tel que l'atmosphère était à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a un accroissement du gaz carbonique, de la composition du gaz carbonique dans l'atmosphère, qui est terrible les 100 dernières années, alors que normalement ça aurait dû être beaucoup plus continu, beaucoup plus graduel. Donc il y a beaucoup comme ça d'indicateurs qui montrent que depuis les 100 dernières années, effectivement, le réchauffement est dû et corrélé avec l'activité humaine, avec la manière dont effectivement on utilise en particulier l'énergie fossile, etc. Donc il me semble que c'est... En plus, je ne travaille pas au GIEC, donc je ne connais pas tous les détails de leur rapport. Tout est bien explicité. Je pense qu'il y a de plus en plus de preuves concordantes qui vont dans le même sens. Donc pour moi, c'est l'activité humaine qui a accéléré ce phénomène-là. Très bien, merci. Même si ça se superpose à des cycles naturels. L'un n'empêche pas l'autre. Ok, merci. Je vous en prie. Vous allez vous demander pourquoi je me suis intéressé au vin et au cosmos. Parce que, comme je vous l'ai dit, présenté dans le livre qui est dehors, Les mots du ciel, je vous disais nous sommes des gens qui sommes obligés de regarder le ciel d'une certaine façon, obligés de rêver, obligés d'avoir des... On est poussés par des défis fantastiques, des montagnes à gravir. Mais ça a une incidence dans la vie de tous les jours que j'ai mis longtemps à réaliser. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, Les mots du ciel. Les mots que vous utilisez dans la vie courante, comme M. Jourdain, vous savez, qui parle en prose sans le savoir, eh bien, vous utilisez plein de mots qui sont liés au ciel. Considérer, par exemple, c'est regarder un astre. C'était l'origine du mot. Jovial, c'est lié à Jupiter. Tournesol, c'est une fleur qui tourne vers le soleil. Astère, c'est une étoile, qui a une forme d'étoile. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Cosmétique. Les cosmétiques, c'est pas seulement quelque chose qui vous permet d'être plus beau et plus présentable. C'est aussi lié au cosmos, parce que pour les Grecs, le cosmos, c'était l'ordre et la beauté. Canicule, c'est lié à une étoile, l'étoile du chien, que les Égyptiens voyaient se lever juste avant les crues du Nil, et juste avant les grandes chaleurs, et qui, pour eux, était la marque, le début de l'année fluviale en Égypte. Et ensuite, ça a été repris par les Grecs, puis par les Romains. Par les Grecs, parce que cette étoile qui se lève, c'est Sirius, c'est l'étoile du chien qui suit le chasseur Orion, et ça a donné le mot canicule. Donc il y a beaucoup de mots comme ça, ne serait-ce que, je sais pas, désastre, par exemple, qui sont vraiment des mots que l'on doit au soleil, au ciel, et en particulier le mot désir, voilà, qui est vraiment très très lié
à notre regard porté vers le ciel. Je n'en dirai pas plus, parce que le mot désir, il faudra que vous regardiez le livre, si vous voulez. Il y a une question par là, je crois. Oui, Ouais. bonjour. Je me souviens plus du nom de la femme qui parlait des gouttelettes quand elle a amené du vin dans l'espace. Claudie Aigneret. Claudie Aigneret. Et ça me donnait envie d'imaginer ces gouttelettes. Est-ce qu'elles peuvent se poser sur un tissu? Est-ce que le vin rouge s'attache dans l'espace? Je vois pas pourquoi ça ne tâcherait pas. Oui, je pense que c'est plutôt Jean-Luc qui devrait répondre, mais je pense que si de l'eau tombe, enfin, est en voisinage d'un coton, il doit s'imbiber de la même façon, parce qu'il y a des forces qui restent identiques, les forces électrostatiques. Non, la capillarité, ça ne change pas. Je vous laisse répondre. Alors, tous les liquides libérés de leur enveloppe se transforment en boules plus ou moins grosses, suivant, en fonction de la rapidité avec laquelle le sac a été secoué et ouvert. Donc si on le secoue vite, on a plein de petites boules qui partent dans tous les sens, et le vin, si c'est du vin, va se comporter comme les autres liquides. Par contre, il sera apprécié différemment par les éventuels consommateurs qui ne vont pas vouloir perdre ces petites boules, qui vont se saisir d'une paille et avaler ces petites boules. On peut tâcher. Tâcher? Ah oui, oui, bien sûr. Dans les expériences de liquides ayant de la couleur, donc pas le vin, mais des liquides colorés, il y a eu du café. Effectivement, les gouttes de café qui vont percuter les endroits un peu fragiles et peuvent les perturber et laisser des taches en particulier sur les surfaces sensibles. Merci pour cette réponse détaillée. Je voulais d'ailleurs, ça m'incite à vous poser une autre question. Est-ce que les araignées peuvent faire leur toile dans l'espace? Vous ne vous souvenez plus de la réponse, voilà. Ouais. Le résultat était hétéroclite. Ça a été essayé. Alors, est-ce que ça a été essayé volontairement ou c'est une araignée qui s'est cachée pour partir dans un véhicule spatial? Je crois que c'était une expérience et l'araignée, effectivement, était complètement perdue. La toile c'était pas de la toile. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a encore une question. Ou si on s'arrête. Ouais. Oui. La question est la suivante. Vous disiez que la matière se caractérise par une émission d'ondes, que les atomes ont une signature, puisqu'il y a donc une fréquence liée propre à chaque, si je peux dire, atome. Ça me fait penser à ce qui a depuis longtemps, quand même, quelques décennies, a été observé, ce qu'on appelle l'arrêt de l'hydrogène, qui émet donc sur les fameux, une longueur d'onde de 21 cm. De 21 cm, voilà. Alors, est-ce que on parle toujours plutôt de cette arrêt de l'hydrogène, donc de cette longueur d'onde, parce que l'hydrogène est la matière, la brique, si je peux dire, élémentaire de base la plus dense dans l'univers en nombre, mais les autres, est-ce qu'on a, si je peux dire, on peut cartographier ou définir la quantité par le nombre par la fréquence plus ou moins abondante, c'est-à-dire une émission plus ou moins importante, plus il y a la loi du nombre va déterminer la puissance résultante. Donc il y a des émissions qui vont couvrir d'autres. Donc on parle toujours de celle-là, mais les autres atomes ont-ils... Tous les atomes ont leur carte d'identité d'une certaine façon. C'est-à-dire que tous les atomes émettent de la lumière dans des fréquences particulières qui leur sont propres. L'atome d'oxygène, par exemple, peut émettre de la lumière dans des fréquences propres, et lorsque l'on fait ce qu'on appelle un spectre de lumière où il y a de l'oxygène, il y a effectivement ce qu'on appelle des raies. On appelle ça des raies spectrales, c'est dû
au dispositif qu'on met en place qui donne, qui a certaines longueurs d'onde, certains rayonnements donnent une sorte de ray comme ça, hein, qui peut être soit en émission, d'ailleurs, c'est un excès de lumière qui est dû à de l'oxygène, la présence d'oxygène. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sous forme d'image. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je vous ai montré l'image du crabe, la nébuleuse du crabe qui a explosé, c'est une image qui a été faite avec des filtres spécifiques dans des longueurs d'onde, dans des fréquences qui correspondent à des signatures spectrales liées aux atomes que l'on recherchait. Et on a vu qu'effectivement, il y avait des zones un peu rouges, des zones un peu vertes. Le vert était lié à l'oxygène, justement parce que l'oxygène émet une signature dans ce verre-là, et voilà. Et donc, quand on fait ce qu'on appelle un spectre, le spectre d'un gaz qui contient de l'oxygène, de plein de choses, eh bien, on peut effectivement caractériser l'abondance, la composition de ce gaz en fonction de ces raies, de ces signatures des éléments qui composent le gaz. Donc, si tous les atomes ont leur propre fréquence, la question parfois suivante, multiples, hein, parfois pas seulement une seule signature. Hein, oui, chacune, chaque brique, si je puis dire. Oui, voilà. Donc, peut-on savoir si les autres, puisqu'elles ont été déterminées, par exemple pour l'oxygène, hein, il va y avoir une fréquence plus élevée ou moins élevée par rapport à l'hydrogène. Est-ce que le fait que, puisque les autres éléments s'obtiennent par nucléosynthèse, Oui. Le fait qu'il y ait donc cet amalgame de la brique primaire d'hydrogène fait que la résultante est plus complexe, qui est plus complexe par définition, va avoir une fréquence plus élevée ou moins élevée que l'hydrogène, voilà, qui est l'élément de référence. Oui, non, pas forcément, parce que en fait, la structure de l'hydrogène est bien plus complexe, évidemment, l'oxygène, hein, parce que vous avez plusieurs protons, plusieurs neutrons, vous avez beaucoup d'électrons autour pour assurer la neutralité, et cette structure est beaucoup moins stable que l'hydrogène. L'hydrogène est très, très stable, hein, c'est un proton puis un électron qui tourne autour. Tourne plus ou moins, mais bon, voilà. L'oxygène est beaucoup plus complexe, donc il peut se désorganiser, il peut prendre de l'énergie, en libérer d'une manière très très codée. Et ce codage correspond d'ailleurs à des fréquences très très propres à l'oxygène, complexes parce qu'il y a beaucoup de niveaux différents, beaucoup d'électrons qui peuvent se réorganiser autour du noyau d'oxygène. Donc la quantité de signatures que nous offre l'oxygène est extrêmement complexe et se déduit pas comme ça facilement, mais enfin en tout cas on les connaît, on sait exactement quand on voit soit un excès de lumière, une fréquence donnée, soit une absence de lumière, on sait à quoi l'attribuer. C'est toute la beauté de ce que l'on appelle la spectroscopie, qui permet d'analyser non seulement la nature des atomes ou des molécules hein, qui sont dans un gaz, mais aussi leur nombre, la quantité, l'abondance. Voilà, ce qu'on appelle l'abondance. Le plus riche, c'est le fer. Le fer a une quantité incroyable de signatures spectrales dans un... Oui, si vous voulez, c'est la manière dont effectivement vibre l'ensemble de l'atome lorsqu'il est soumis à une interaction avec un atome, une molécule voisine, oui. On va prendre peut-être une dernière question et après on laissera M. Quinte monter dans le hall pour les dédicaces. Oui, bonjour. Voilà, j'ai 71 ans cette année et j'aimerais savoir comment s'est créée l'eau. Comment s'est créée l'eau ? H2O. H2O, bah, simplement avec deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Il faut quand même un milieu relativement... Par compression Non, parce que il y a dans l'oxygène, l'oxygène a une structure atomique où il a deux, dans la couche la plus externe, là où il a accueilli un certain nombre d'électrons, il y a deux électrons. On peut compléter cette couche par deux électrons supplémentaires. Donc un hydrogène peut lui en prêter un, et un autre hydrogène peut lui en prêter un. Et l'ensemble forme une structure beaucoup plus stable, d'une certaine façon, parce que toutes les couches, toutes les possibilités de compléter les couches
en complétant par des oxygènes, par des électrons supplémentaires, tout ça c'est parfaitement équilibré et ça donne un système qui est très très stable. Et ça c'est fait, pardon ? C'est en mélangeant les gaz, c'est en les complétant, et ça se fait dans des milieux effectivement qui ont des énergies, enfin qui sont à des températures où effectivement on ne va pas au contraire ajouter de l'énergie pour détruire ce système-là. Donc l'eau ne se forme que dans des milieux relativement froids, dans les milieux interstellaires, entre les étoiles. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Quinte. Bien, je vous remercie et on se retrouve là-haut pour ceux qui le souhaitent.